Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le sénateur Pierre Frogier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain d'une visite de la commission des lois du Sénat, quelques jours après la célébration de l'anniversaire des accords de Matignon et à la fin d'un processus électoral présidentiel et législatif. C'est d'ailleurs là-dessus que je voudrais commencer. Peut-être quelle analyse est-ce que vous faites de ces résultats? D'abord au niveau national, la réélection d'Emmanuel Macron, mais sans majorité absolue à l'Assemblée. Est-ce que la France va être ingouvernable selon vous? Comment les choses vont se passer? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie de votre invitation, mais effectivement, c'est un sujet majeur pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la France. Et après avoir été élu président de la République, au terme d'une campagne qui n'en a pas en fait été une, il me semble que le président de la République considérait que une campagne du même type, c'est-à-dire que l'on évoque les extrêmes, mais finalement pour susciter le rejet de l'électeur sans défendre un vrai projet. Le résultat, eh bien, c'est qu'il y a eu une forte abstention et puis c'est le caractère complètement hétéroclite de l'Assemblée nationale aujourd'hui. La question est de savoir maintenant comment la loi va se construire. Et effectivement, ce que l'on a pu connaître depuis des années et des années, c'est-à-dire que le gouvernement donnait le ton, et puis finalement, au fil des années, l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement, ce ne sera plus le cas. Le cœur du débat politique sera à l'Assemblée nationale. Question suivante, c'est pourquoi? Sur quoi ça va déboucher? Et pour tout vous dire, on va siéger pendant un certain nombre d'années dans cet hémicycle. J'ai appris que la culture française n'était pas celle du compromis. Contrairement à d'autres grandes nations occidentales démocratiques. Donc il va falloir apprendre. Mais et le compromis, qu'est-ce que c'est que le compromis? C'est pas donnant-donnant. C'est être capable de construire des projets de loi, éventuellement des propositions de loi, qui soient partagées, dans lesquelles le plus grand nombre, enfin une majorité de l'Assemblée nationale puisse se retrouver. Donc c'est vraiment un travail en amont qu'il faut faire avec une révolution culturelle. Et d'ailleurs, le président Larcher, dans une interview il y a quelques jours, l'a très bien démontré, enfin l'a très bien présenté, puisque s'il y a un homme consensuel et un homme de compromis, c'est bien lui. On reviendra d'ailleurs sur le rôle du Sénat parce que ça intéresse directement aussi la Nouvelle-Calédonie. Mais pour rester dans cette séquence électorale en Nouvelle-Calédonie, une confédération loyaliste ensemble a été créée. Elle soutient la majorité présidentielle. Alors d'abord, est-ce qu'on peut être partisan du maintien dans la France en Nouvelle-Calédonie sans être macroniste, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est le passage obligé? J'espère que ce n'est pas le passage obligé. Il y a quand même eu une histoire avant que le président d'Emmanuel Macron soit élu président de la République. Et j'ai bien entendu pendant la campagne que la Nouvelle-Calédonie lui devait beaucoup pour avoir maintenu le troisième référendum, ce qui n'est pas faux. Mais 30 ans avant, pardonnez-moi, et notamment lorsqu'il a fallu sortir la Nouvelle-Calédonie de l'ornière, c'est-à-dire en juin 1988, et puis il y en a eu un écho, enfin vous le soulignez, il y a quelques jours, sur la place de la Paix. Je rappelle quand même, que les signataires, soit le FLNKS et le RPCR, mais notamment le RPCR, a été très critiqué. Très critiqué. Et en novembre 1988, lorsque les Calédoniens ont été appelés à voter par voie de référendum sur l'accord de Matignon, dans la province sud, plus de 60% des électeurs s'y sont opposés, en considérant que nous avions vendu la Nouvelle-Calédonie aux indépendantistes. Eh bien, pour avoir été un des négociateurs aux côtés de Jacques Lafleur et un des signataires, je crois qu'on peut être fier, avec tous les autres, d'avoir ancré la Nouvelle-Calédonie dans la France et d'avoir fait mentir celles et ceux à l'époque qui nous critiquaient. Mais tu vas dire que cette notion de majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça risque d'écarter définitivement le rassemblement des autres composantes loyalistes, le rassemblement qui n'est pas un soutien affiché du président de la République? Et à ce titre, qu'est-ce que vous pensez du résultat des législatives en Écoutez, Nouvelle-Calédonie? je pense en tout cas que plus rien ne sera comme avant.
C'est-à-dire que le président de la République a été élu au deuxième tour, très bien. Et depuis, je vous parlais de majorité hétéroclite à l'Assemblée nationale, plus rien ne sera comme avant. Donc il faut attendre un peu, voir comment se recomposeront les équilibres politiques. Mais enfin, j'ai eu l'occasion, je le refais aujourd'hui sur votre radio, d'exprimer mes félicitations républicaines aux 2 députés qui ont été élus, Philippe Desnoyers et Nicolas Melsdorf. Mais ce que je leur dis, et ce que je leur répète aujourd'hui, c'est que j'espère qu'ils ne seront ni les bénis oui-oui, ni les bénis oui-oui de la majorité présidentielle, ni les godillots. Il va falloir que sur la Nouvelle-Calédonie, ils s'affirment, et qu'ils n'acceptent pas n'importe quoi. Alors après, sur le restant, peu importe, enfin c'est autre chose, hein. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'ils, au-delà de leur appartenance politique, il y a des intérêts, et je vous en parle en connaissance de cause, de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens qui ne sont pas nécessairement convergents avec celles ou ceux de telle ou telle famille politique. Mais à cette occasion, hein, je voulais vous dire aussi que j'exprime à l'égard de Thierry et de Virginie qui ont eu un positionnement difficile pendant cette campagne. Mais je considère que leur campagne a été d'une grande sincérité et d'une grande dignité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tout est possible dans notre famille politique dite loyaliste, même si je n'aime pas trop ce terme, vous le savez. On parle d'une éventuelle, on parlait tout à l'heure de la situation politique nationale, on parle d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est à terme quelque chose qui va être indispensable, ou est-ce que cette majorité, enfin cette Assemblée va pouvoir tenir 5 ans? Indispensable, certainement pas. Moi j'étais persuadé que le président de la République allait dissoudre l'Assemblée au lendemain de son élection, sa réélection à la tête de l'État. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il se retrouve dans une situation complexe. J'ai l'impression que pour le moment, il laisse sa première ministre en première ligne prendre les coups, sauf que ça ne résout rien. Donc la question qui se pose là pour les jours qui viennent, est-ce que la première ministre, dans son discours de politique générale, va engager sa responsabilité? Vous savez, c'est un moment important de la vie parlementaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, effectivement, les majorités risquent d'être fluctuantes. Mais je suis persuadé qu'à un moment ou un autre, pas tout de suite, ce qui n'est peut-être pas souhaitable, mais qu'à un moment ou un autre, on va déboucher sur une forme de blocage institutionnel, notamment à l'occasion du vote du projet de budget 2023, parce que ce sera un moment très, très compliqué. Je vous rappelle que le budget, le déficit de la France, le budget de l'État, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. Donc vous transformez ça en francs CFP, vous allez voir combien ça fait de zéro. Mais il va y avoir des décisions, des orientations stratégiques pour les années qui viennent. La question est de savoir quelles sont les formations politiques qui accompagneront la majorité présidentielle relative pour atteindre ces objectifs. Alors pour revenir sur le territoire dimanche dernier, vous y faisiez allusion, vous avez assisté à l'inauguration de la place de la Paix et au dévoilement de la statue de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Vous qui êtes signataire de Matignon, qui était à Matignon il y a 34 ans, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes satisfait de cet hommage rendu aujourd'hui avec cette statue, de cette inauguration d'une place de la Paix? Vous savez, grâce à Jacques Lafleur, j'ai occupé probablement une place un peu, et Pierre Bretonnier le sait, nous étions ensemble, une place stratégique dans ces négociations, y compris dans les dernières heures qui ont précédé une première signature d'un protocole
sur lequel on pourra revenir plus tard. Mais c'est sûr qu'il y a eu une très forte intensité dans toutes ces discussions, parce que c'était avant tout une affaire d'hommes. Nous avions les uns et les autres probablement remisé des ambitions politiciennes pour se parler d'homme à homme, de femme à femme. Ce que j'ai ressenti sur la place de la Paix, je trouve qu'effectivement cette initiative du maire de Nouméa était opportune. Et puis qu'il y a eu effectivement ce jour-là un vrai moment de communion. Il n'empêche que la paix, c'est pas quelque chose de naturel. La paix, elle ne se trouve pas dans le monde à l'état naturel. La paix, ça se construit et ça se préserve. C'est un bien très très précieux. Ce que je veux dire par là, c'est que cette poignée de main, c'est pas l'alpha et l'oméga. Je veux dire, cette poignée de main, elle est la conséquence de discussions, de négociations et d'un accord. Elle en est le témoignage, elle en est l'image. Et maintenant, c'est vrai que cette poignée de main fait partie de l'imaginaire calédonien et même au-delà. Cependant, ce qui manquait ce dimanche dernier, c'est donc pourquoi la paix ? Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Quels ont été les compromis ? Quel a été le compromis majeur pour que ces deux hommes se serrent la main ? Vous pouvez serrer la main tous les jours, vous serrez la main de plusieurs personnes, et pourtant, on n'a pas le même caractère. Encore une fois, la paix, elle n'existe pas à l'état naturel. Donc, quels ont été les compromis qui ont permis cet échange, qui ont permis cette poignée de main ? Et je pense que c'était l'occasion de rappeler tout ça, de rappeler l'essentiel. Quels ont été les pivots des accords de Matignon et de la rue Oudinot, car on en a peut-être besoin aujourd'hui. On a peut-être besoin de s'y référer pour éviter de nouvelles déconvenues. Donc ça a été un peu un rendez-vous manqué, ou en tout cas un rendez-vous incomplet. On aurait pu aller non, plus loin. Non, je ne dis pas que c'est un rendez-vous manqué. Ce qu'il y a, c'est que... il me semble qu'effectivement, il y a une dimension beaucoup plus politique qui aurait pu être appréhendée. Enfin, je vais le dire avec mes mots, sans vouloir heurter qui que ce soit. Mais Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou n'appartiennent plus seulement à leur famille. Ils appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. Ils sont aujourd'hui inscrits dans l'imaginaire calédonien. Donc pourquoi ces deux hommes se sont-ils serrés la main ? Et alors pourquoi, vous qui étiez présent là-bas, qui avez suivi de très près toutes ces négociations, le fond de ces accords, est-ce qu'on peut les retrouver avec... Même pour aller plus loin, vous qui êtes signataire de Matignon et de Nouméa, vous qui avez appelé d'ailleurs à un troisième accord, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore il est possible qu'on peut retrouver ce que vous avez appelé l'exception calédonienne et qu'on peut être capable de signer un troisième accord aujourd'hui ? Oui, à condition que les uns et les autres soient capables d'aller au-delà de leurs intérêts électoralistes ou électoraux. C'est ça qui me gêne aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la guerre des mots. La guerre des mots, ça peut déboucher sur autre chose. Eh bien, souvenons-nous de ce qui s'est passé. Alors, je peux peut-être en deux mots, enfin, l'accord de Nouméa, plutôt Matignon et Nouméa, ils sont ancrés sur... il y a deux pieds là, il y a deux jambes, pardon. Marcher sur deux jambes. Un, le partage du territoire de Nouvelle-Calédonie en 3 provinces. Je dis bien, le partage de la Nouvelle-Calédonie en 3 provinces, et le principe du rééquilibrage. Le principe du rééquilibrage, lorsque l'on a mis en place, c'était pour répondre à l'exigence, ou à la demande de Jean-Marie Tjibaou, et du FLNKS, d'engager la décolonisation. Alors,
sur le pied partage en 3 provinces, eh bien, que ce soit clair. Il faut aujourd'hui dire les choses de façon que chacun comprenne. Nous avons partagé la Nouvelle-Calédonie en 3 provinces. Et nous avons accepté, nous avons cette revendication. Qu'est-ce que le FLNKS poursuivait? Ce que poursuivait Jean-Marie Tjibaou? C'est d'exercer le pouvoir. D'exercer le pouvoir. Eh bien, quel a été l'équilibre? D'exercer le pouvoir sur la Nouvelle-Calédonie. Quel a été le point d'équilibre? Il a dit, les indépendantistes que vous représentez exerceront le pouvoir sur la province nord et la province des îles. Voilà. Donc, et puis, la province sud, c'est nous. Simple, je le dis avec mes mots, mais il faut que ce soit compréhensible. Et puis, le rééquilibrage. Qu'est-ce que nous avons acté en 1988? C'est que 50% de la matière fiscale de la Nouvelle-Calédonie soit attribuée à la province sud pour ses besoins, surtout pour les besoins de sa population. 32% de la matière fiscale globale en province nord et 18% pour la province des îles Loyauté. Sauf que la province sud, l'activité économique et puis le travail, la solidarité des habitants de la province sud, ils produisent, la province sud, elle produit 90% de la matière fiscale. 90% de la matière fiscale. Et il y en reste 50%. Le rééquilibrage, la décolonisation par la voie du rééquilibrage, c'était reconnaître qu'effectivement, certains d'entre nous étions privilégiés et qu'il fallait accompagner le développement et surtout une vie plus agréable, procéder au rattrapage nécessaire. Sauf que, et puis j'en m'en arrêterai là, c'est que depuis 30 ans, 75% de la population aujourd'hui vit dans la province sud. Donc ça pose une vraie question. Cette redistribution fiscale au profit du Nord et des îles Loyauté, à quoi a-t-elle servi? J'en arrêterai là, et puis ce sera probablement l'objet d'autres débats. Mais l'essentiel, Matignon-Oudinot, partage en 3 provinces, rééquilibrage pour assurer la décolonisation. C'est encore la solution demain pour trouver une solution pour sortir de l'impasse dans laquelle on constate que l'on est un peu. Quand on cherche un statut, l'accord de Nouméa arrive à son terme, alors les dates varient, mais enfin, au plus tard, en 2024, ce sera fini. On ne sait pas comment on en sort. Est-ce que ces pistes de Matignon et d'Oudinot sont la solution? Est-ce que c'est ce que sous-entend le projet que vous avez mis sur la table, d'un projet de différenciation provinciale qui a été critiqué? Certes, il y a la construction institutionnelle. Il y a les modalités pour y arriver. Moi, ce que je constate aujourd'hui, et je vous le disais en début de notre entretien, nous sommes revenus à la guerre des mots. Et ce que je constate, c'est que le FLNKS semble avoir décidé, ou en tout cas dans son comportement, semble avoir décidé de renier la démocratie. C'est-à-dire de renier les règles démocratiques. La France est un pays démocratique. La Nouvelle-Calédonie, dans cet ensemble français, doit mettre en œuvre les règles démocratiques. Et lorsque l'on renie à ce point les résultats des référendums, lorsque en permanence on appelle finalement à une forme de rébellion, ce qui me contrarie beaucoup, c'est que je ressens depuis plusieurs mois, et notamment dans la campagne entre le premier et le deuxième référendum, la stratégie du FLNKS, elle a été en permanence de susciter une réaction de solidarité communautaire. Et quelles que soient
les constructions institutionnelles, est-ce que le FLNKS, à un moment ou à un autre, va admettre que les règles démocratiques d'un pays, d'un grand pays civilisé comme le nôtre, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie? Et c'est pas ce que j'entends aujourd'hui dans la bouche des uns et des autres. Et ça va être quand même nécessairement un préalable à la reprise des discussions. Quand j'entends qu'il s'agit d'aller engager des bilatérales, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est, nous? Et je le répète, à l'issue de ce processus référendaire, nous avons autant de légitimité, non seulement à assurer les responsabilités politiques et institutionnelles en Nouvelle-Calédonie, mais nous avons autant de légitimité que les adhérents du FLNKS à vivre sur cette terre. Il faut bien que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Alors, à quoi ça sert des bilatérales avec l'État? C'est nous qui sommes là. C'est avec nous qu'il faut parler. Et l'État devra être le garant. Ça devra être le garant des équilibres qui ont été trouvés et surtout le garant de l'État de droit. Et je n'ai pas l'impression, je vous le répète, qu'aujourd'hui le FLNKS soit très soucieux du respect de l'État de droit. Cette confiance justement que vous aviez, qui avait existé en 88, en 98, elle n'existe plus du tout aujourd'hui, ou vous pensez que naturellement, parce que vous vous connaissez, parce qu'elle va être créée, elle va se retrouver? Non, mais cette confiance, bien sûr qu'elle existe. Bien sûr qu'elle existe. Parce que quand on est amené à vivre, nous sommes une petite communauté humaine. On se connaît tous. On sait, chacune et chacun connaît son parcours, et puis on se connaît tous. Mais ce que je regrette, c'est qu'il y a une espèce de jeu de rôle, notamment pour, je vous le répète, en permanence susciter des réactions de solidarité communautaire. Et il y a les élus, il y a des responsables politiques, mais ça fait des dégâts dans la population. Ça fait des dégâts. Donc, je pense qu'il faut revenir à des choses raisonnables, à admettre qu'il y a une loi majoritaire. Il y a une loi majoritaire. C'est ça la règle de la démocratie. Et qu'est-ce que c'est la démocratie? Ce sont des règles qui permettent de civiliser les relations entre les uns et les autres, pour pouvoir vivre en société. Bien. Le comportement d'un certain nombre de responsables aujourd'hui me fait dire que l'on est loin de là. Loin de là. Donc il faut redescendre un peu là sur Terre, et puis, encore une fois, être capable de se parler. Et pour se parler, on n'est pas obligé de se réfugier en bilatéral du côté de l'État. Et on n'est pas obligé non plus d'aller à Paris, les discussions peuvent commencer ici, c'est ce que vous avez souhaité à un moment? Oui, mais enfin bon, je sais bien qu'il est toujours... il est toujours... Enfin bon. Non, ce que je pense, c'est d'ailleurs, j'en ai longuement parlé avec mes camarades de la commission, enfin avec mes collègues de la commission des lois, que je respecte beaucoup, parce que François Noël Buffet, Philippe Bas, Jean-Pierre Sueur sont des personnalités de premier rang au plan national, mais surtout au Sénat. Alors évidemment, au Sénat, il y a une culture particulière et qui n'est peut-être pas toujours comprise. Mais je sais que les Calédoniens auraient peut-être préféré que la mission en dise plus, ou enfin en tout cas s'engage plus. Mais vous savez, le Sénat, c'est non seulement l'Assemblée des territoires, mais c'est un endroit, c'est un lieu où l'objectif principal, c'est d'assurer des convergences, c'est de trouver des compromis, autant que possible. Et c'est tout ce qui fait la différence avec l'Assemblée nationale. Et ça fait plus d'un siècle que ça dure. Et je suis persuadé que dans cette confusion, puisque on en parlait au début de notre entretien, notamment à l'Assemblée nationale, que le dossier, que notre avenir se construira dans de meilleures conditions au Sénat qu'ailleurs. En tout cas, comptez sur moi, je suis là pour ça. Les membres de la commission des lois ont annoncé
un rapport au mois de septembre. On sait qu'ils ont déçu beaucoup de gens. Ils sont venus ici, ils ont également rencontré beaucoup de gens. Vous pensez qu'ils vont être à même de faire des propositions concrètes, d'apporter vraiment des pistes pour dessiner l'avenir de la Calédonie? Et pour connaître un peu cette assemblée, et puis en avoir parlé beaucoup avec mes collègues, et notamment avec le président Larcher, en tout cas, moi, c'est ce que je leur ai dit. Après, je suis entendu, je ne suis pas entendu. La question n'est pas tant de poser sur la table des solutions concrètes. Ma préoccupation, c'est de trouver les voies et moyens pour qu'une discussion comment vous dire, puisse reprendre. Et notamment sans arrière-pensée. Bon, il y a 40 ans, enfin en 88, la fameuse mission du dialogue. Alors, on n'est plus dans ce schéma-là. Mais je suis persuadé qu'il y a lieu de réfléchir à des modalités pour que les fils, pas les fils du dialogue, là, vous savez, il faut retisser une toile, un tissu qui s'est déchiré. Et donc, il faut se donner les moyens, dans un premier temps, de retisser ces liens de confiance, et notamment, je le répète, retrouver cette exception calédonienne qui a permis de déboucher sur le miracle des accords de Nouméa, de Matignon et Oudinot. Et qu'est-ce que c'est que cette exception calédonienne? C'est d'être capable de défendre ses points de vue, mais à partir du moment où nous trouvons les équilibres, nous signons et nous mettons en œuvre ensemble, même si nous avons des oppositions, de mettre en œuvre ensemble le même projet. Qu'est-ce qui se passe depuis Nouméa, malheureusement? Enfin, depuis plus d'une dizaine d'années, qu'est-ce qui se passe? On a l'accord de Nouméa, mais les uns considèrent qu'ils en ont une lecture et les autres une autre. Et ces deux lectures, elles sont inconciliables. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous sommes dans le mur. Enfin, plus que dans le mur, on est dans le trou. Alors, vous le savez, le précédent ministre des Outre-mer, et ça avait été décidé à Paris lors de la réunion qui s'est tenue en juin 2021, a Vous arrêté. parlez de Mme Braun-Pivet, là? Non, de son prédécesseur, Sébastien son Lecornu, prédécesseur. qui avait imaginé une période de transition de 18 mois avec un référendum de projet en juin 2023. Très franchement, et sans rentrer dans la polémique, est-ce que ce calendrier peut être tenu encore ou est-ce qu'il faut carrément voir plus sur le plus long Non, mais terme? je sais bien qu'il y a des dates butoirs, et notamment 2024, etc. Mais il faut connaître un peu les habitants de ce territoire. Beaucoup de respect pour le ministre Outre-mer. Mais ça a été aussi le cas de mes collègues lorsqu'ils sont venus. Vous avez un agenda, et là, on demande à celles et ceux qui sont entendus par la mission de s'exprimer en une demi-heure. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Il faut avoir le temps. Il faut le temps de parler. Il faut le temps de parler. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a lieu de trouver des modalités qui permettent une reprise de ces dialogues. Et puis même si ça doit durer 2 mois, 3 mois, peu importe. Parce que on aura retissé les liens, et puis ces discussions, ces échanges, ils ne sont jamais inutiles. Ils ne sont jamais inutiles. Donc je répète, il y a effectivement la date butoir 2024, mais il faut pouvoir parler en confiance. Voilà. Et puis, donc j'espère que mes collègues sénateurs sauront nous faire des propositions dans ce sens. Et quand le dialogue aura repris et que les liens seront retissés, la proposition que vous avez mise sur la table de différenciation provinciale est toujours d'actualité? Vous pensez toujours que ça peut être les bases de ce nouveau projet pour la Nouvelle-Calédonie? Oui, j'en suis toujours convaincu, mais vous savez, même si les termes sont un peu différents, j'ai rien inventé. Hein. Je vous disais tout à l'heure, moi je connais quels sont les 2 piliers de Matignon. Et je répète, ce sont ces accords qui ont ramené la paix. Mais dans ces 2 piliers, il y a le partage en 3 provinces. Et malheureusement,
il faut revenir à ça, avec des provinces de pleine compétence, de façon à pouvoir mener des politiques publiques qui ressemblent à chacune de leurs populations. En plus, avec tout ce qui s'est passé, les référendums, etc., la loi majoritaire ne peut pas s'appliquer sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'un gouvernement majoritaire comme aujourd'hui, un congrès majoritaire comme aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Parce que ni les uns ni les autres ne l'accepteront. Ni un des camps, ni l'autre camp ne l'acceptera. Donc il faut revenir à la différenciation, il faut revenir à la prééminence des provinces, avec des compétences très, 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 très étendues. Parce que ça a déjà fait ses preuves. Comme ça, enfin, je vous le répète, c'est comme ça que la paix est revenue. Et qu'est-ce que vous dites aux habitants du nord et des îles, partisans du maintien dans la France, qui disent mais cette solution-là va nous écarter, va nous faire vivre dans des territoires indépendantistes sans appartenir à l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 88 et 98? C'est à partir de 98 que les choses sont compliquées. Mais entre 88 et 98, est-ce qu'ils se sont sentis moins français? Pourquoi? Parce que ce partage-là, il est inscrit dans la Constitution française. À l'heure où l'on parle, la Nouvelle-Calédonie, c'est déjà une entité fédérale. Et c'est écrit noir sur blanc dans l'accord de Matignon. Donc vous avez une Nouvelle-Calédonie qui est forte de ces trois provinces, et ce sont ces trois provinces qui vont construire son identité. Mais puisque les Calédoniens ont souhaité rester français, ce partage de compétences, il s'inscrit dans la France. Les choses, elles sont simples. C'est simple, ça ne peut pas être plus simple. Et je vous le répète, entre 88 et 98, nous avons vécu une vraie provincialisation. Il faut revenir à ça. Depuis 1998 et surtout ces 10-15 dernières années, l'accord de Nouméa, en réalité, a tourné le dos à l'accord de Matignon, aux accords de Matignon-Oudinot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les provinces, ce ne sont plus que des provinces de papier. Elles n'ont plus de compétences. Le Congrès, à cause des lois du pays, a récupéré toutes les compétences et les impose aux provinces. Enfin, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails juridiques parce que ça n'intéresse pas, je pense, celles et ceux qui nous écoutent. Et les transferts de compétences se sont faits au profit de la Nouvelle-Calédonie. Se sont faits au profit de la Nouvelle-Calédonie. Progressivement, au fil des années, en fait, on est revenu au système d'avant 1988 et qui nous a menés où? Au-delà de la guerre des mots. Hein. Voilà, donc, maintenant, si l'on veut rétablir, enfin, en tout cas, retrouver les outils du vivre ensemble, les outils du savoir vivre ensemble, eh bien, il faut revenir à ça. Il faut revenir à 88. Et je le répète, en saluant la poignée de main de cette magnifique statue installée sur la place de la Paix, c'est ça en réalité. C'est ça qu'on a sanctuarisé. Justement, avant de conclure et pour rester dans l'inauguration de cette statue, vous étiez sur la place de la Paix. Quand vous avez vu les deux drapeaux placés dans les bras des deux statues, vous vous êtes dit que finalement le geste que vous aviez fait en 2010 était peut-être enfin compris ou... Écoutez, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Bah, c'est à vous, mais c'est vrai que Jacques Lafleur avec le bleu, blanc, rouge et Jean-Marie Tjibaou, le drapeau identitaire kanak, tout est dit. Ce sont les deux identités de la Nouvelle-Calédonie. C'est la double identité calédonienne. Et puis c'est sur cette base-là qu'il faut reconstruire ce qui malheureusement a été détruit ces dernières années. Et je vous dis, on n'y échappera pas. Hein. Et si ce geste n'avait pas été, alors je le sais bien, on reproche toujours de ne pas l'avoir assez expliqué, mais il a aussi été détruit par un certain nombre d'acteurs politiques. Je pense que ça nous aurait évité ces désagréments des dernières années, notamment
des 3 référendums. Je le répète, ça n'a rien réglé. J'espère qu'aujourd'hui, moi aussi, je me suis battu il y a plus de 10 ans pour essayer de l'expliquer. Certains d'entre nous ont préféré privilégier cette procédure du référendum. Et qu'est-ce que ça a réglé aujourd'hui ? Rien. Et la responsabilité d'un homme politique, c'est d'anticiper, d'essayer de tracer des voies. Alors je sais bien que c'est pas toujours facile, mais lorsqu'on est la tête dans le mur, c'est trop tard. On sent, ce sera ma dernière question, on sent une lassitude dans la population calédonienne qui a voté à ces 3 référendums, qui a rejeté l'indépendance par 3 fois, qui voit rien venir, à qui on dit qu'il faut encore attendre. Vous lui dites quoi? Qu'il faut tenir bon, qu'il faut rester confiante, qu'on va trouver une solution pour sortir de cette espèce de labyrinthe dans lequel on a l'impression d'être rentré? Oui, parce que quoi qu'on dise, la vie est belle en Nouvelle-Calédonie, heureusement. Mais je sais bien, et notamment dans le milieu des chefs d'entreprise, que beaucoup de questions se posent. Parce que là, nous n'avons évoqué que des sujets à caractère politique, mais à l'heure où l'on parle, la Nouvelle-Calédonie n'a plus de moyens, n'a plus les moyens de ses ambitions, et notamment en termes budgétaires, en termes de dépenses sociales. C'est la ruine. Et ça aussi, on n'est pas arrivé par hasard. Donc je comprends bien cette exaspération, ces interrogations. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que, encore une fois, des responsables politiques aujourd'hui sortent de la guerre des mots pour enfin commencer à se préoccuper de l'avenir de leurs administrés. C'est ça qui me paraît essentiel. Et je voudrais dire encore une fois au FLNKS d'être à la hauteur des responsabilités qu'ils assument aujourd'hui, sur d'ailleurs des bases électorales un peu erronées. La fin de ce magazine Transparence, Pierre Fauger, merci d'avoir accepté votre invitation, merci d'avoir participé. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45, et qui sera disponible dans quelques instants en audio et en vidéo. Excellent après-midi à tous. Merci à vous.